Je pense que dans toute l'assistance, tout le monde n'a pas lu le roman de Jonathan Coe. J'espère. Et pour ceux qui ne l'ont pas lu, José Camoun, comment vous pourriez, pas nous le résumer, parce que tel roman, ça ne se résume pas, mais comment vous pourriez nous en parler? Qu'est-ce que vous pourriez dire? Je pourrais dire des choses qui ont été dites dans la presse. Maxwell Simms, le personnage central, c'est vraiment l'anti-héros. C'est le serial loser. Il rate un peu tout. Et il va rater une quantité de choses dans ce roman, mais évidemment, ces ratages se retournent aussi de manière... en apparence, on pourrait supposer que c'est un roman d'éducation. On ne peut pas dire qu'il stagne. Il rate, hein, il y a des détours, il y a des digressions, et pourtant, ça avance d'une certaine manière. Donc lorsque le roman commence, sa femme vient de le quitter, naturellement, en emmenant leur fille, naturellement, assez loin. Il vient de perdre son travail. Là aussi, ce sont des circonstances de la vie, somme toute assez banales, par les temps qui courent. Et il se retrouve sur le sable, sentimentalement, professionnellement, en pleine inadéquation. Je reviendrai sur cette idée d'inadéquation. Il ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Et tout d'un coup, malgré tout, on lui fait une proposition mirobolante pour faire de la publicité pour une boîte de dentifrice qui vient de se monter. Sa vie est vraiment un roman, hein. Pas de brosse à dents, pas de dentifrice. Il va devoir conduire sa Toyota Prius, la voiture mutante, hein, c'est vraiment un roman post-moderne en tout et pour tout. Il va devoir la conduire jusqu'au Shetland. Bon, vous vous doutez déjà qu'il est relativement improbable qu'il conduise cette fichue voiture jusqu'au Shetland. Évidemment, il va se passer toutes sortes de choses qui l'en empêcheront. Et au fil de ce pèlerinage raté, de ce retour aux sources problématiques, de ces réajustements permanents, il va revenir sur son passé, sur sa vision du monde. Et il va aussi, au fil des routes, parce qu'il y a une matérialité et une spatialité de ce roman, il va découvrir cette Angleterre et redécouvrir cette Angleterre postmoderne, où il n'y a plus que des chaînes d'hôtels, des chaînes de restaurants, des chaînes de bistrots, où tout semble pareil que tout. Quoique, point de suspension. Alors, last but not least, comme on dit en anglais, il va partir sur les traces de son père. Parce qu'il a un père très problématique, non pas de la manière classique, c'est-à-dire un père jéhovesque qui l'écraserait de sa supériorité et de son adéquation au monde, mais au contraire un père évanescent, élusif, un père de hasard, un père de désœuvrement, peut-être qu'il aurait conçu par désœuvrement, voire par erreur. Donc c'est vrai que pour commencer dans la vie, c'est pas très pratique. Ça me pousse à vous poser une question. J'ai discuté de votre traduction avec une angliciste qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. Et il s'agit d'un mot, page 225, je crois, on the rebound. On the rebound. On the rebound. Que vous avez traduit par elle a rebondi. Et cette personne me disait que on the rebound ne veut pas dire elle a rebondi, veut dire elle a pris quelqu'un comme ça pour se consoler. Alors, She was on the rebound. She was on the rebound. Alors, il a toujours l'impression, ce Maxwell Simms, que si une femme est avec lui, c'est à défaut de mieux. Ça, c'est la grande histoire de sa vie, peut-être pas de la sienne seule. Hein. D'autres d'entre nous ont pu tôt ou tard, etc. Sinon, les romans ne s'endraient pas. Donc, on the rebound, elle était en train de rebondir. Ça veut effectivement dire ça. Hein, elle se remet d'un chagrin d'amour, elle est en train de rebondir, ça va déjà mieux. Hein. J'ai regardé tout à l'heure ce que j'avais écrit dans les marges de mon texte original, et en fait j'avais écrit, elle était en convalescence affective, en convalescence sentimentale. Soit par la suite, je me suis dit qu'il fallait garder le caractère un peu vulgaire de On the Rebound en même temps. Hein. Rebondir, c'est quelque chose d'assez trivial qui appartient justement au jargon postmoderne, et je me suis dit qu'il valait mieux récupérer ça. Soit ça a été corrigé derrière moi et je ne l'ai pas vu. Ça peut arriver. Non, pas de malentendu. Les préparateurs et correcteurs, quand ils corrigent, on n'accepte pas leur correction. Hein. Mais ça peut arriver qu'on en laisse passer une. Ça peut tout à fait arriver, ça. Donc, je ne sais pas. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, la suite explicite. Alors, justement, la fin de la phrase ne prête pas à discussion. Voilà. Parce que, on comprend bien ce que ça veut dire. Donc, finalement, c'était quand même plus court. Et c'était plus rythmique pour le texte, pour la phrase. Alors, quelquefois, on choisit ça. Oui.
Voilà, c'est tout ça, c'est pour en revenir à ce que je disais il y a un instant. Nous traduisons des effets, et nous avons donc des priorités. Hein. On a bien compris ceci, ceci et cela, mais on va privilégier ceci. Et le traducteur d'en face, un autre traducteur, aura privilégié cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est souhaitable qu'on ne cesse de retraduire les œuvres. De la même façon qu'on ne cesse de mettre en scène les pièces du répertoire classique. C'est pas parce que telle mise en scène était brillante, éclairante, géniale, que c'est fait une fois pour toutes. Ben, la traduction c'est pareil, c'est pas fait une fois pour toutes. Je me réjouirais que quelqu'un vienne traduire Jonathan Coe et tant d'autres derrière moi. Ça me rassure et ça me réjouit.